Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 octobre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors nous sommes mercredi soir, je vous prends un peu tard, mais bon, sinon j'aurai pas le temps de vous prendre. Je vais accrocher mon micro et je vais commencer à vous parler de mes lectures. Alors, je vous avais quitté dans le dernier vlog sur La menteuse de Sophie Stava. C'est un livre que j'ai terminé depuis. Il m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Les Escales, car ce titre fait partie de leur catalogue de la rentrée littéraire. Et donc il est sorti le 9 octobre, à savoir qu'il sera bientôt adapté en série avec Lindsay Lohan sur une plateforme qui s'appelle Hulu, que je ne connais pas. Mais en tout cas, il va être adapté en série. C'est l'histoire d'une menteuse compulsive qui s'appelle Sloane. Sloane, elle vit avec sa maman à New York. Elle est, je sais plus comment on appelle ça. Pas esthéticienne, mais les filles qui te font les ongles des pieds, qui travaillent dans des salons de pédicure. C'est une fille voilà, qui a pas trop confiance en elle, qui a pas trop les moyens, pas trop aisée, pas trop jolie, pas trop tout ce qui est pas trop quoi. Enfin bref. Et voilà, elle fait des petits mensonges dans la vie, elle s'invente des vies pour se donner confiance en elle et pour se donner de l'importance. Mais rien de très grave jusqu'ici, j'ai envie de vous dire. Et un jour, Sloane, elle prend sa pause dans le parc euh, et elle a sa blouse là d'esthéticienne, je sais plus comment on dit, enfin bref. Et elle voit au loin un bel homme qui s'appelle Jay, qui est avec sa fille, qui s'appelle Harper. Euh, Sa fille est petite, hein, elle a 6 ou 7 ans, je crois. Et la petite Harper se fait piquer par une abeille. Elle a le dard enfoncé dans le pied. Et elle vient au secours de la petite Harper en prétendant qu'elle est infirmière, en utilisant comme prétexte sa blouse. Et à partir de là, Sloane va s'immiscer dans la vie donc de la petite famille. Donc la petite Harper, 6 ou 7 ans, son père Jay et sa mère Violette, qu'elle va découvrir plus tard. Et en fait, Sloane va devenir la babysitter de Harper, la babysitter de la famille. Sauf que, eh bien, elle va mentir sur tous les plans. Elle va dire qu'elle s'appelle Caitlin, qu'elle est infirmière et que sa maman est malade. Ce qui est pas tout à fait vrai. Et, euh, et donc cette famille dans laquelle elle s'insinue, bah, c'est une famille aisée de New York. Et donc elle va venir garder la petite à la maison. Et en fait, Sloane, qui est la menteuse de base, est peut-être pas la seule à mentir dans cette histoire. Alors, les débuts de ce roman ne sont pas sans fortement me rappeler les débuts de La femme de ménage. C'est un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on a une famille aisée new-yorkaise avec un jeune couple et un enfant en bas âge, une fille à problème, un peu paumée, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas confiance en elle, qui arrive dans la famille avec des mensonges. Sauf que finalement, elle, c'est pas la si grosse menteuse de l'histoire. Donc ça commence exactement pareil. Donc là, du coup, on surfe quand même sur la traîne de la femme de ménage, hein, on va pas se mentir. Euh, Ensuite, alors je trouve que le rythme est assez lent. Euh, il y a des petits twists, hein, mais pendant longtemps, je me suis demandé, mais où est-ce qu'on veut nous amener? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce que l'autrice veut, enfin voilà, où est-ce qu'elle veut nous amener? Et ça a duré un moment. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur. La fin est différente hein, de celle de la femme de ménage. J'ai plutôt bien aimé la fin. C'était vraiment pas mal. Le retournement est assez intéressant. Euh, mais mon seul souci, ça a été les petites longueurs. Donc vraiment, moi, j'ai passé un bon moment avec ce roman.
juste quelques petites longueurs, c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Euh, des similitudes quand même, hein, on va pas se mentir avec la femme de ménage, mais en somme, voilà, moi j'ai passé un très très bon moment. Euh, Juste une petite mention sur cette couverture. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il y a un café, c'est marqué Sloane, Caitlin, Sloane. Donc, Sloane qui devient Caitlin et qui va redevenir Sloane. Mais je peux pas vous dire pourquoi. Je suis ton amie, mais peux-tu me faire confiance? Ah, ça, à qui peut-on faire confiance dans la vie? Je vous le demande. Bref, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et j'ai donc commencé celui-ci, c'est La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo, publié aux éditions L'Iconoclaste, également pour leur rentrée littéraire. Il est plutôt épais. Il fait, il fait, il fait, il fait. Il fait 347 pages, mais aux éditions L'Iconoclaste, vous voyez, les marges sont très très larges. C'est un petit format, donc, euh, donc ça devrait aller un petit peu plus vite qu'il n'y paraît, hein, même, faut pas se laisser impressionner par l'épaisseur. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Certains disent qu'elle est vulgaire, moi je dirais qu'elle est solaire. Un soleil de canicule du genre incendiaire. 800 kilomètres séparent Clara de sa mère Véro depuis qu'elle a quitté Marseille. Ce week-end, elle lui présente Raphaël. Un girafon, pense Véro en le voyant. Il l'agace avec son pédigré bourgeois, ses mots compliqués et sa bouche fermée comme une huître. Elle n'aurait jamais dû laisser Clara monter à Paris. Mère et fille se cherchent, se fuient, se heurtent sans jamais oublier de s'aimer. Comment être une bonne mère quand notre enfant nous échappe? Comment être une bonne fille quand on a honte de celle qui nous a tout donné? Comment s'affranchir sans trahir? La bonne mère est l'histoire d'un amour féroce, un roman ultra contemporain sur la violence dont on hérite et sur ce qu'on reproduit malgré soi. Avec une ironie mordante, Mathilda Di Matteo nous entraîne dans un tourbillon d'émotions entre Marseille et Paris. Alors, c'est un roman que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. J'ai vraiment hâte de progresser dans ma lecture. Il m'intrigue beaucoup. Déjà parce que j'adore Marseille, donc c'est un roman qui se passe à Marseille. Et j'aime bien cette histoire de choc des classes. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est son premier roman. Oui, c'est ça. Elle signe un premier roman lumineux, drôle et insolent. Le ton est vraiment pas mal. Bon, pour l'instant, je viens de le démarrer, hein, j'en suis à la page 58, donc je peux pas en dire grand-chose. Mais en tout cas, pour le début, j'aime beaucoup. Donc, je vous ferai un petit update au fur et à mesure de ma lecture. Au niveau de ma lecture audio, je suis toujours dans Le Chuchoteur de Donato Caresi. Je progresse à la vitesse d'un petit escargot. Il est très long, hein, il est assez épais, je ne sais plus combien de pages il fait. Moi je l'ai ici en version livre de poche, en audio je ne sais plus combien il fait de temps, 11 heures, 12 heures, 14 heures, je ne me rappelle plus. Là il fait 569 pages et j'en suis à la page 196, donc bon, pour l'instant, j'avance lentement mais sûrement. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça sent la manipulation à plein nez. Ça sent le thriller psychologique à plein nez aussi. Donc, je vous ferai un petit update pareil au fur et à mesure de ma lecture. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Pour rappel, donc dans le chuchoteur, on trouve 5 bras gauche de petites filles. Et on en trouve un sixième. On va appeler en renfort elle est quoi? Mila. Ah oui, une experte en affaires d'enlèvement qui s'appelle Mila et un criminologue qui s'appelle Goran.
Et l'enquête commence. Et là, on a l'impression qu'il tourne un petit peu en bourrique pour retrouver l'assassin. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte d'en savoir plus un petit peu sur cette enquête et de progresser un peu. Mais on sent, voilà, on sent vraiment la manipulation psychologique vraiment dans ce roman. Donc bon, je vais continuer à avancer et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un petit paquet, un gros paquet qui me vient des éditions, alors je sais pas qui c'est, hors collection. Je vais voir, je vais l'ouvrir avec vous. Je pense savoir ce que c'est, mais j'en attends deux. Alors je sais pas c'est lequel. Si j'arrive à l'ouvrir. Ok. Ah voilà. Ah, je vois. Je suis trop contente. Et c'est, regardez, la petite merveille. Voilà, ce sont les queens, l'art du drag dans le monde. C'est par Paloma et Elodie Petit, qui est rédactrice en chef adjointe, je crois, hein, chez elle. Oh, j'adore. 25 pays, 25 reines. Le tour du monde de la planète drag. Sur la carte du monde, chaque pays a son histoire propre, ses traits saillants caractéristiques, ses spécificités culturelles. Mais s'il est un art qui transcende les frontières, les cultures et les mondes, c'est bien le drag, porté en étendard par des reines hautes en couleurs, ou pas. Tout en paillettes, strass et fossiles, 25 d'entre elles viennent vous raconter leur drag, la façon dont il se vit, dont elles le vivent, dont il est perçu. Toutes viennent chacune d'un pays différent, États-Unis, Chine, Russie, Afrique du Sud, Ukraine, Brésil. Toutes sont uniques par leur parcours et leur vie, mais l'amour de l'art, entre autres, les unit. Rassemblées par Paloma et Elodie Petit, leurs mots dessinent un nouveau planisphère, celui d'un monde fascinant, vibrant et créatif, un espace ouvert et tolérant, modelé à leur image, aussi beau qu'elle. Oh, je suis tellement fan des dragues. Je ne sais pas si vous regardez l'émission Drag Race France, mais j'adore cette émission. Je la loupe pas tous les ans. Et je suis assez fascinée voilà, par les drag queens. Enfin, je les trouve tellement, alors déjà, courageuses. Mon Dieu, c'est des tickets. Oh Pardon, je savais pas. J'ai tout aimé. Oh mon Dieu, elle me l'a dédicacé, Paloma. Oh, mais je suis trop contente. Je... Bon, je veux pas pleurer, hein, mais... Oh, la groupie. Chère Christelle, bienvenue chez les reines. Elodie, mais oui, on veut être chez les reines. Oh là là. Ah, mais... Oh, mais je suis tellement folle. Bon, je reprends mes esprits. Et je vous disais que j'adore cette émission Drag Race France parce que bah, déjà, j'arrive même plus à parler, voilà, c'est l'émotion. Déjà, je les trouve très courageuses voilà, de faire ce qu'elles font parce que c'est vraiment pas facile dans notre monde. Je trouve que c'est un beau message ces émissions, c'est un beau message voilà, d'ouverture d'esprit et de tolérance. Et, euh, et il faut les mettre en lumière parce que c'est des créatures un petit peu, c'est des êtres un petit peu extraordinaires, magiques, qui procurent du bonheur. Elles sont tellement belles, bien maquillées, elles portent tellement mieux les talons que moi, elles se maquillent tellement mieux que moi. Euh, voilà, moi je suis fan. C'est des vrais artistes, elles ont un vrai message pour leur communauté, le monde. Alors, je les connais toutes. Là, c'est la gagnante de Drag Race All Stars, Mami Wata, qui est aussi en couverture. Je les connais toutes, je les adore, je les admire. Euh, donc vraiment, je suis très contente d'avoir reçu ce livre. Et je suis très émue de cette petite dédicace. Ah là là, il est beau, hein. Il est très très beau.
très très très... Ah bah oui, Camille Hughes. Voilà. Donc elle pour la France. En Inde. Ah, je la connais pas. Maya. Oui, effectivement, elles sont classées par pays. Par pays et on a une représentante par pays. Le Japon. Le Liban. C'est qui au Liban? Diva Beyrouth. Ok. Le Maroc. Vanity Dusk. Oh là là. Vanessa Van Cartier. Pour les Pays-Bas. Elles sont belles. Hein. Les photos sont magnifiques. C'est sublime. Sublime. Bon voilà, je vais me plonger dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, je suis invitée à la soirée de lancement de cette petite merveille. Et vraiment, j'ai hâte, en présence donc des autrices. Donc, si je rencontre Paloma, je vais essayer voilà, de contenir mon émotion, de ne pas bafouiller et de rester à peu près naturelle. Mais je suis tellement fan, je suis tellement contente. Oh là là, ça refait ma journée, dis donc. Oh là là. Oh, je suis trop contente. Bon, bref. Je vais donc arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Et puis, enfin, je vais aller mettre mon pyjama, progresser dans ma lecture audio, aller me coucher et faire de beaux rêves et rêver des drag queens. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 10... Ouais, c'est ça. 17 octobre. Je voulais vous prendre parce que... Alors bon, j'avance pas trop dans mes lectures en cours. Donc, je ne vais pas vous en parler tout de suite. En revanche, je voulais prendre la caméra parce que j'ai reçu cette petite chose. Regardez cette enveloppe, comme elle est jolie. Elle brille. Bon, je pense savoir ce que c'est. Mais je voulais faire le petit unboxing avec vous. Alors... Ça sent le neuf. Waouh! Il n'y a rien d'autre. Hein. Non, il n'y a rien d'autre. Il est beau. Hein. Oh là là, que c'est beau. Regardez-moi ça. Vous avez vu? On est vraiment sur du beau livre. C'est donc un livre de recettes. Ça s'appelle King Chef et Drag Queen. C'est en fait l'association entre des chefs et des drag queens pour nous donner des recettes. Alors, bon, là, j'en prends une au hasard. Pressé de canard, noodles, donc des nouilles, et gel à l'air noir. Oula, c'est compliqué. Huîtres gratinées au champagne au Porto, huile d'aneth, asperges blanches et araignées de mer. Dis donc, c'est sophistiqué, hein. Je ne sais pas si j'arriverai à reproduire ça. Sorbet kiwi et perles du Japon au thé vert, estragon, meringue et chips de kiwi. Waouh. Alors, que je regarde un petit peu les chefs. Ah, il y a Michel Saran et Lova la Diva, Manon Fleury et Paloma. Qui je connais encore? Jeffrey Cagne et Cookie Cunty. C'est canon. C'est canon. Croissant à l'avocat, tagine revisité. Ah, à chaque fois, en fait, il y a un chef ou deux qui est associé à une drag queen. Et en fait, on a un menu complet avec entrée, plat, dessert. Par exemple, Bérangère Fagard et Freya Cor. Entrée, poireaux vinaigrette aux algues et à l'orange. Le plat, risotto de courge, butternut, feta et pesto aux noisettes. Dessert, poire pochée à l'hibiscus, crème fouettée et crumble au sarrasin. Non, vraiment, ça a l'air très très bon. Alors, je vais essayer de vous montrer une recette. Voilà, par exemple, le sorbet kiwi, perles du Japon au thé vert, estragon, meringue et chips de kiwi. Regardez. Vous avez vu? Je voulais essayer d'en refaire, mais je sais pas si je vais y arriver. Hein.
Et là, voilà, là il y a la recette. Il est canon. 12 menus d'exception, la rencontre inattendue et explosive entre deux arts qui brillent par leur créativité. Voilà, avec à chaque fois un chef, une drague. Bah écoutez, alors il est très très beau, il est vraiment magnifique. Je vais essayer, mais je garantis rien, de reproduire quelques recettes. En tout cas, je suis très très contente. Vous voyez, Michel Saran. Hop là. Non, vraiment, je suis très très contente de cette réception. Il est magnifique. Mais j'avais pas vu. Ah, il y a une petite. J'avais pas vu. Il y a une petite dédicace. Du Love Gourmand. C'est. Ah, j'ai même pas dit le nom de l'auteur. Enfin, l'auteur. Euh, Photographie de Bétou Balkan. Philippe Quentin Stern. Voilà. Et c'est publié aux éditions First. Donc un grand merci aux éditions First pour ce magnifique livre. Regardez, il est super beau. Je vais aller le feuilleter et essayer de reproduire les recettes ensuite. Mais je suis ravie. C'est trop cool. Je trouve ça trop bien d'avoir pris deux arts et de les avoir mis ensemble. Et je suppose que les recettes doivent peut-être s'apparenter au drag. De toute façon, elles sont. C'est que des recettes qui pétillent, qui sont gourmandes, craquantes, bah, comme les drags, hein, comme les queens de toute façon. Euh, donc, euh, donc voilà. Oh là là, ça a l'air bon ça. Tagine revisité. Vous avez vu? Ça a l'air trop bon. Bref, ceci m'a un petit peu ouvert l'appétit. Moi, je vais aller me préparer parce que ce soir j'ai une soirée de lancement pour le livre Queen. Je vais le chercher. Voilà, c'est celui-là pour le livre Queen, donc l'art du drag dans le monde, et qui présente une drag queen par pays. Donc la soirée de lancement c'est ce soir en présence des deux autrices, je crois, j'espère. Donc j'ai vraiment hâte. Du coup, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse ici, je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21, pardon, oui, 21 octobre. Nous sommes le soir. Je suis avec ma petite tisane. Bon, je vais pas voir, c'est chaud. Mais je voulais vous prendre pour faire un petit update sur mes lectures en cours. J'ai terminé. Il est là. La bonne mère de Mathilda Di Matteo aux éditions L'Iconoclaste. Et je voulais vous en dire quelques mots. Alors, dans ce roman, on va suivre deux personnages, une mère et sa fille. La mère, c'est Véro. Alors, Véro, elle habite à Marseille. Je pense qu'elle a un fort accent. Elle met des trucs léopard, elle est blonde, peroxydée, elle met du maquillage. C'est la maman un peu cagole, un peu grande gueule, qui se fait plutôt remarquer. La culture, c'est pas son truc, mais alors qu'est-ce qu'on rigole bien avec elle. Et Véro, elle a une fille qui s'appelle Clara, qui est en fait tout l'inverse de sa maman. Clara, elle est plutôt discrète. Elle, ce qu'elle aime, c'est les études, c'est les livres, c'est étudier, c'est se cultiver. Et Clara, elle décide de monter à Paris pour ses études. Puis ensuite, elle y travaille. Elle est prof à Sciences Po, si je ne me trompe pas. Et à Paris, bah, Clara, elle semble bourgeoise parce que elle est issue d'un milieu plutôt modeste, et elle fréquente voilà, un peu l'élite parisienne. Et parmi l'élite parisienne, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Raphaël, dont elle va tomber amoureuse. Raphaël, c'est plutôt le mec bon chic, bon genre, de droite, avec une famille très catho et très conservatrice. Lui aussi, il a Sciences Po, un peu coincé, voilà. Donc elle va se mettre en couple avec Raphaël et elle va présenter
Raphaël à ses parents et on se doute bien qu'il y aura une sorte de choc des cultures voilà, entre les deux classes. Et ça, c'est le point de départ de ce roman. Après, il va se passer d'autres choses, mais je ne peux pas vous le dire pour pas tout révéler. Alors, j'ai passé vraiment un très très bon moment avec ce roman. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très très bonne lecture. Il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Donc, bien sûr, il y a les relations mère-fille, les relations entre Clara et sa maman Véro. Il y a le thème des transfuges de classe. Il y en a d'autres, mais comme ils arrivent à la fin, je peux pas vous le dire. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé que l'autrice prenne comme prétexte voilà, la relation mère-fille, le transfuge de classe et cette histoire pour traiter d'autres thèmes sous-jacents, des thèmes qui sont plus profonds et plus graves et sur lesquels elle nous fait réfléchir. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment un livre qui est agréable à lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y a quelques petites longueurs, mais franchement, pas grand-chose. Il a l'air assez épais comme ça, mais comme c'est les éditions L'Iconoclaste, vous voyez, les marges sont très très larges. C'est écrit, voilà, ça prend pas une page entière, et le format de l'Iconoclaste, c'est une sorte de, je sais pas comment dire, vous voyez, c'est une sorte de demi-format, enfin non, de trois quarts de format. Donc pas tout à fait un vrai format broché, pourtant il fait plus de 300 pages. Hein. Il fait 350 pages, je crois, quelque chose comme ça, à peu de choses près. Euh, j'ai bien aimé, que l'histoire se passe à Marseille. Moi, c'est une ville que j'adore. Et j'ai bien aimé cette opposition entre cette mère et sa fille. Après, à voir si vous êtes plutôt team Véro ou team Clara. Moi, Véro, en tout cas, elle m'a beaucoup fait rire. Il y a une scène notamment où elle est à Paris, où elle arrive dans le métro et elle découvre le métro, les Parisiens dans le métro surtout, les gens hyper pressés, qui en ont rien à faire des autres et qui foncent, et elle découvre tout ça et vraiment c'est super marrant. Et elle est ultra attendrissante, Véro, même si voilà, même si elle n'a pas fait d'études, même si elle n'a pas la culture de sa fille, on peut que s'attacher comme ça à Véro. C'est vraiment une femme avec un cœur en or. Moi, en tout cas, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que l'autrice, enfin, j'ai compris hein, le contraste qu'elle voulait montrer. Je trouvais que l'autrice était un peu dure avec Clara. Je trouvais qu'elle montrait beaucoup ses mauvais côtés. Je suis sûre qu'elle a beaucoup plus de bons côtés. J'aurais bien aimé voilà, qu'elle soit un petit peu plus nuancée. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec ce roman, qui est un premier roman, si je ne me trompe pas, et qui fait partie des titres de la rentrée littéraire de septembre des éditions L'Iconoclaste. Du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et j'ai commencé celui-ci, c'est Impardonnable de Mathieu Ménégo, aux éditions Grasset. Pas très très épais. Il fait 228 pages. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Une femme, un homme, deux voix que tout prédispose à être ennemis. Elle s'appelle Anna. Il y a 2 ans, sa fille a été fauchée par une voiture alors qu'elle était à vélo. Le coupable a écopé... Ah, oh, décidément. Le coupable a écopé d'une peine dérisoire, malgré le délit de fuite. Depuis, Anna va de rage en peine. À quoi sert la justice? Lui s'appelle Paul. Un soir, conduisant en état d'ivresse, il a renversé un jeune garçon et il a tout perdu. Famille, position sociale, liberté. Depuis sa prison, il voudrait réparer, mais comment? Tous deux vivent enfermés, l'une dans sa colère chez elle, l'autre dans sa culpabilité en cellule. Jusqu'au jour où on leur propose de participer à une nouvelle forme de justice dite restaurative.
Anna et Paul vont devoir se rencontrer, se parler, s'écouter. Arriveront-ils pour autant à se comprendre? Dans ce roman tendu comme une corde à la fois tranchante et sensible, Mathieu Ménégo nous mène dans l'intimité de ses personnages pour nous faire éprouver leurs sentiments et découvrir les espoirs de la justice restaurative face aux impasses de la justice punitive. Alors Mathieu Ménégo, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon micro. Ça fait 8 minutes que je viens de tourner. Je me sens pas le courage de recommencer la séquence avec le micro. Désolée si le son est pas terrible sur cette séquence. Je m'en excuse, j'ai complètement oublié de mettre mon micro. Bref, tout ça pour dire que Mathieu Ménégo, c'est un auteur alors moi que j'aime beaucoup, dont j'ai lu pas mal de ses romans. J'essaye de chercher sa bibliographie, je ne sais pas si c'est indiqué là, je ne la vois pas. Il va falloir que je retrouve les titres. Ah voilà, c'est ça. Un fils parfait, j'adorais. Je me suis tue, j'ai adoré. Est-ce ainsi que les hommes jugent? J'ai adoré. Disparaître, je ne l'ai pas lu. Et Femme en colère, alors, je l'ai lu, mais il m'a mis en colère. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est à la toute fin. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré au Salon du Livre de Paris, où je lui ai acheté celui-ci, et je l'ai un peu gentiment invectivé justement sur cette fin de Femme en colère, en disant mais pourquoi il a fait ça? Et il a rigolé, il m'a dit oui c'est vrai que tout le monde m'est tombé dessus, la maison d'édition, enfin absolument tout le monde, par rapport à cette fin, où on lui a dit mais c'est impossible de faire ça, vous pouvez pas faire ça, vous allez mettre toutes les féministes à dos, et je comprends pourquoi. Et lui, il a insisté, voilà, il a voulu maintenir cette fin parce qu'il voulait pas d'une fin trop lisse, il voulait quelque chose un peu choc. Alors là, c'est réussi parce que c'était vraiment, voilà, la fin. Je lui ai dit non, là, impardonnable, c'est impardonnable cette fin. Je suis une femme en colère, comme le titre. Vraiment, je suis vraiment très, enfin, j'ai adoré votre roman, mais la fin, ah, pourquoi vous avez fait ça? Voilà. On a juste cette petite différence, lui et moi, mais je ne lui en tiens pas rigueur, puisque je lui ai pris son dernier, donc qui s'appelle Impardonnable. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 60, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose, mais je trouve ça assez intéressant, puisque c'est sur la justice restaurative. C'est ça, voilà. C'est un peu ce principe qu'on a vu dans ce film... vous ne verrez plus vos visages, vous verrez juste vos visages, je sais plus. Je reverrai vos visages. Oh zut, j'ai un trou de mémoire avec Adèle Exarchopoulos. Je crois qu'il y a Gilles Lelouch aussi dedans. Bon, je vais certainement retrouver ce film et je vous mettrai la quatrième de couverture quelque part, mais c'est assez intéressant. En fait, dans une pièce, on va faire se confronter auteur d'infraction et victime, et sur le même thème, hein, évidemment. Là, ce sont donc les accidents de la route, donc on va faire se confronter ou des victimes d'accidents de la route, ou comme dans le roman, bah, Anna n'est pas directement victime, elle a perdu sa fille. Elle est victime indirecte de cette infraction, et l'auteur d'une infraction, et on va les faire se confronter pour avoir voilà, pour que chacun puisse écouter l'autre et essayer bah, voilà, de se réparer, de se reconstruire, et parfois se nourrir de ce que peut penser l'autre, peut permettre d'avancer, parce que, alors bien évidemment, ce sont des auteurs et des victimes qui ne sont pas dans les mêmes affaires, hein, ça n'a rien à voir, sinon c'est impossible, on n'écoute pas les excuses de son bourreau comme ça. Euh, mais, euh, mais quand on est victime, c'est voilà, c'est l'occasion unique de pénétrer un peu à l'intérieur de l'esprit d'un auteur d'infraction, et vice-versa, quand on est auteur d'infraction, c'est l'occasion unique de pénétrer à l'intérieur de l'esprit d'une victime et de savoir, de connaître le ressenti de l'autre. Forcément, bah, ça fait réfléchir quand on est auteur.
Et quand on est victime, je pense pas que ça permette de pardonner, mais je pense que ça peut permettre euh, de comprendre et de nuancer la culpabilité. Après, la question du pardon, ça c'est vraiment un autre débat et c'est propre à chacun. Mais voilà, je pense que le propre de la justice restaurative, c'est un petit peu ce principe-là. Voilà. Du coup, bah, je, voilà, je vais découvrir ce roman et je vous ferai un petit update. En tout cas, le sujet est très prometteur. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets, et de savoir ce que cette fois Mathieu Ménégo nous réserve, parce que c'est quand même un écrivain qui est assez brillant. Donc je reviens vite avec mon avis sur ce livre. Et puis voilà. Au niveau de ma lecture audio, j'en parle pas, j'avance comme un escargot dans le chuchoteur de Donato Carisi. Je préfère vous en reparler quand j'aurai fait une avancée un petit peu plus significative. Voilà, bah du coup, moi je vous laisse ici pour ce soir et je vous reprendrai plus tard. Hello, nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 octobre et je viens clôturer ce vlog. Alors, je vous prends... je me rends compte que j'ai oublié de filmer. J'ai passé un petit week-end en Belgique, à Bruxelles, avec mon frère. C'était très très sympa. On est arrivé vendredi soir et on est rentré dans l'après-midi. Et on a fait plein de trucs. Et justement, au moment où je vous parle, je me rends compte que j'ai complètement oublié de filmer. Je suis désolée. Euh, on a visité la ville, on a visité la Fondation Jacques Brel, parce que Jacques Brel était belge, que j'ai pas trouvé terrible d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. On a fait le musée des instruments de musique, qui était très très bien, très documenté, hyper intéressant sur l'histoire des instruments de musique. On a fait le musée des illusions. Ça c'était rigolo. Vous savez, c'est les musées où on a l'impression qu'on a la tête coupée, où il y a des illusions d'optique. On a l'impression que le lit est en haut et on est en bas. C'était très très marrant à faire. Ça fait des photos assez sympathiques. Et puis sinon, bah, on s'est promené dans la ville. J'ai mangé des moules frites, une gaufre. Donc c'était très très cool. Le temps était plutôt frais. On a perdu, je pense, 5 degrés par rapport à Paris. En plus, samedi matin, il a pas mal plu. Donc ça, c'était pas très cool. Mais heureusement, samedi après-midi et dimanche, il a fait plutôt... j'irais pas dire jusqu'à beau, mais au moins il n'a pas plu. Donc c'est toujours ça. Voilà, j'ai complètement oublié de prendre des images. J'espère que vous m'en voudrez pas. Euh, mais en tout cas, c'était très 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 sympa. Et donc me voilà de retour à Paris. Et bah, moi, je vais vous parler de mes dernières lectures. Alors, je vous avais laissé sur Impardonnable de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. C'est un livre que j'ai terminé depuis, que j'ai vraiment adoré. Là encore, Mathieu Ménégo a fait carton plein avec moi, je dois l'avouer. Et j'ai adoré aussi bien dans le thème que l'écriture. Donc on va suivre deux personnages. Le premier, alors on va alterner les points de vue. Le premier s'appelle Anne ou Anna. Anna. Anna a perdu sa fille de 16 ans parce qu'elle a été renversée par une voiture alors qu'elle circulait à vélo. En fait, la voiture l'a renversée et le conducteur s'est enfui ensuite. Donc il l'a laissé comme ça. C'est donc un délit de fuite. Et en fait, la personne qui a renversé la fille de Anna à vélo a écopé d'une peine vraiment symbolique. Enfin, il a eu rien du tout. Et Anna, elle est bouleversée par la mort de sa fille et par le traitement de cette affaire par la justice. Euh, Puisque bah, la personne qui l'a renversé, c'est quelqu'un, voilà, un respectable père de famille, il est cadre, il s'habille en costume, il a beaucoup de témoins de moralité, c'est pas quelqu'un qui boit, il a un casier judiciaire vierge, donc
selon ses dires, un vrai accident et le tribunal le condamne à une peine très faible, voire symbolique. Et d'un autre côté, on a Paul qui lui est en prison parce qu'il a renversé un vélo et lui, il a écopé de 7 ans de prison. Et Paul, lui aussi, c'est quelqu'un, un père de famille respectable entre guillemets. Il a une situation, pas de casier judiciaire. Il avait une femme, des enfants, une vie tout à fait normale jusqu'à ce qu'il percute ce vélo. Donc lui va écoper de 7 ans de prison. Et en fait, Anna et Paul, ce sont deux âmes qui sont meurtries pour des raisons qui sont opposées, puisque Anna, elle est du côté des victimes, et Paul, lui, il est côté des auteurs d'infractions. Mais tous deux vont être marqués à vie par les deux accidents. Alors, c'est les mêmes faits, mais c'est des protagonistes différents et c'est des jugements différents. Et donc, on va suivre leurs deux histoires en parallèle. Et en fait, les deux vont essayer de se reconstruire dans le cadre d'une justice dite restaurative. En fait, on va les faire se rencontrer. Anna et Paul, Anna du côté des victimes et Paul du côté des auteurs d'infractions, pour essayer de confronter leur point de vue, pour que chacun puisse entendre la souffrance de l'autre. Et, en fait, le concept de la justice, la justice restaurative, pardon, c'est pas de punir, mais c'est de réparer les individus. Et, peut-être qu'en faisant ça dans un cadre et de manière contrôlée, encadrée par des personnes qui sont spécialisées un petit peu là-dedans, voilà, peut-être que ce type de justice pourrait arriver à apaiser, je le mets presque entre guillemets, à apaiser les deux âmes de Anna et de Paul. Donc on va voir s'ils vont trouver de l'apaisement et un soulagement dans le fait d'écouter les points de vue de l'un et de l'autre. Alors c'était vraiment très très intéressant. La justice restaurative, je vous en ai déjà parlé, je l'avais vu dans le film avec Leila Bekti et Adèle Exarchopoulos que j'avais adoré. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils reprennent ce principe-là. J'ai adoré ce roman. Il est très court, mais il est intense, il est dense. Ce qui est frappant, c'est que c'est et je pense que l'auteur l'aura bien mis en valeur, c'est que les personnages de ce roman, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être nos amis, nos voisins. C'est pas des délinquants, c'est pas des gens qui sont coutumiers du fait. C'est vraiment des gens qui ont eu un accident un soir et un accident qui a constitué un tournant irréversible de leur vie et qui vont tenter tant bien que mal de se réparer suite à cet accident. Bien évidemment, la question du pardon est au centre de ce roman. Est-ce qu'on peut pardonner? Qu'est-ce qui est pardonnable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut avoir des circonstances atténuantes ou pas? J'ai bien aimé aussi dans le livre que les personnages soient pas tout blancs ou tout noirs. Il n'y a pas que des grands gentils et que des grands méchants. Il n'y a que des nuances de gris. Euh, et ces nuances de personnages, je pense que c'est le travail de la justice de tous les jours. Euh, je voilà, je suis pas au tribunal tous les jours et je sais pas ce qui s'y passe, mais bien évidemment, il y a des gens qui sont coupables à 100% et impardonnables et ce que vous voulez, et des méchants très très méchants. Mais je pense qu'il y a aussi une part dans les affaires qui sont jugées de gens voilà, qui sont pas très très méchants, euh, qui sont dans la nuance, où il y a des circonstances qu'il faut écouter et qu'il faut prendre en compte dans les jugements.
Et je trouve que Mathieu Ménégo, voilà, il, euh, il le retrace bien dans ce roman. Moi, j'ai vraiment adoré. Je suis 100% convaincue par ce roman. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un coup de cœur. C'est assez dur. Mais, mais moi, j'adore la littérature quand elle nous fait réfléchir. Et là, c'est vraiment le propre de ce roman. Il nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Sur le pardon, sur la justice, sur voilà, le fait qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie non plus. Et que bah, tout peut basculer d'un jour à l'autre. Et comment est-ce que nous on réagit à ça, voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas le faire, je rassure tout le monde. En tout cas, voilà, moi je vous le conseille. Si vous aimez, il reste dans son style, hein, il reste dans sa zone de confort. Mais si vous aimez voilà, le style de roman de Mathieu Ménégo, je vous conseille donc celui-ci qui s'appelle Impardonnable. Du coup, qui dit roman terminé, dit nouvelle lecture. Et je viens de commencer celui-ci, c'est Bahari Bora, je regarde pour pas me tromper, Bahari Bora de Steve Aganze, que je viens de commencer, mais je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog, et je vais terminer celui-ci. Du coup, bah, je vais clôturer ce chapitre avec vous, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'espère que ce vlog, ce chapitre vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que j'ai présentés ou ce que vous lisez en ce moment. Ça me fera très plaisir de papoter avec vous. Et sur ce, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous!